seulement de faire des cas cliniques, mais c'est un peu difficile si on ne fait pas une sorte d'explication déjà un petit peu on va dire, de planter un peu le décor par rapport à la définition qu'appelle-t-on une hémorragie intracérébrale, une hémorragie intracrânienne, une hémorragie, un hématome sous-dural. Il y a des choses qu'on va essayer un petit peu d'expliquer rapidement parce que je présume que les cardiologues sont surtout intéressés par, lorsque ça saigne sous anticoagulants, antithrombotiques, est-ce qu'il faut reprendre, est-ce qu'il ne faut pas reprendre? Bien sûr, il y a quelques recommandations, mais je vais vous montrer que les recommandations ne peuvent pas toujours répondre à toutes les questions. Parce qu'en médecine et dans le domaine neurovasculaire, il y a tellement de scénarios qu'on ne peut pas les mettre dans un essai clinique avec tous les scénarios possibles. Donc il y a toujours quelque chose qui s'appelle le ratio bénéfice-risque qu'il faut toujours étudier en équipe pour voir est-ce que ce traitement est valable ou pas. On va le voir à travers des situations. Juste pour vous rappeler qu'appelle-t-on une hémorragie intracrânienne, c'est lorsque l'hémorragie, ça se passe bien sûr au niveau de la boîte crânienne. Il y a plusieurs sous-types. Ce qu'on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'hématome intracérébral, c'est la même définition de l'hémorragie intracérébrale ou de l'AVC hémorragique. C'est la même chose. Ce qu'on appelle un hématome intracérébral, c'est que ça se passe au niveau du parenchyme. Lorsque c'est entre le parenchyme qui est tapissé par la pymère, au niveau de l'espace, au niveau du LCR, qui s'appelle l'arachnoïde, on parle d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est aussi appelée hémorragie méningée. Et là, c'est vraiment hémorragie sous-arachnoïdienne et hématome. C'est deux choses totalement différentes. Que ce soit sur le plan étiologique, sur le plan pronostic, on va essayer de voir ça petit à petit. Et puis, ça peut saigner directement dans les ventricules, ce qu'on appelle une hémorragie intraventriculaire. Ou toujours en intracrânien, ça peut être un hématome sous-dural. Un hématome sous-dural, c'est généralement un saignement veineux qui est entre l'arachnoïde et la dure mère. En général, c'est un saignement veineux chez des patients sous traitement antiagrégant qui peuvent recevoir sujet âgé parce qu'avec l'atrophie, ça tire un petit peu sur les veines et ça peut induire ça. Et puis lorsque l'hématome siège en dehors de la dure mère, alors la dure mère, c'est un feuillet très épais, dur, il est collé sur la partie interne, l'os interne du crâne. Généralement, il n'y a pas d'espace. Lorsqu'il y a un traumatisme violent, c'est l'artère méningée moyenne qui va saigner au niveau de cet espace. C'est généralement post-traumatique lorsque c'est extradural. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'hématome intracérébral. Je vais vous donner un petit rappel un petit peu de la vascularisation, comment c'est organisé, pour comprendre un petit peu quelles sont les étiologies qu'on cherche. Là, vous avez bien sûr les gros vaisseaux qui montent au niveau, par exemple, ici les artères vertébrales, le tronc basilaire, l'artère sylvienne. Alors, les gros troncs et les moyens troncs, ils passent au niveau généralement des espaces sous-arachnoïdiens et en pleine LCR, ce qui explique que si on a une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire méningée, c'est généralement une rupture d'un gros vaisseau. Ce qui explique que les étiologies de loin les plus fréquentes des hémorragies sous-arachnoïdiennes, c'est des anévrismes qui vont se rompre. Donc, hémorragie sous-arachnoïdienne, dans 80% des situations, il y a quelque chose de macrovasculaire, anévrisme ou généralement communication artério-veineuse anormale. Au niveau du parenchyme, c'est généralement des petits vaisseaux qui vont rentrer, qu'on appelle les artères perforantes. Ces artères perforantes sont de deux types. Les premières, ils rentrent au niveau de la base du crâne, qu'on appelle les lenticules striés, et puis d'autres qui vont rentrer au niveau de la convexité. Ça donne lieu à deux étiologies fréquentes qui résument 80% des hémorragies intracérébrales, qui sont les maladies des petites artères avec les hématomes profonds d'origine hypertensive, et une autre étiologie ici, qu'on appelle l'angiopathie. Donc, lorsqu'on a un hématome intracérébral, ça veut dire qu'il y a une pathologie des perforantes, qui sont des petits vaisseaux d'une centaine de micromètres jusqu'à quelques centaines de micromètres, qui vont se rompre. On est dans la microvasculaire, en général, bien sûr. Il y a parfois de vrais anévrismes qui peuvent donner des hématomes intracérébraux. Mais on va essayer de parler du commun, de ce qui est fréquent. Lorsqu'il y a un hématome intracérébral, généralement, les perforances sont touchées, soit en profondeur, c'est l'HTA, soit au niveau lobaire, c'est l'angiopathie amyloïde.
Lorsqu'on a une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est généralement macro-vaisseau, généralement c'est anévrisme ou une communication aberrante entre les artères et les veines, ce qu'on appelle les fistules ou les communications artério-veineuses. Donc, on avance un petit peu. Donc, pour vous expliquer que les deux étiologies les plus fréquentes des hématomes, c'est lorsqu'on a des anomalies dans la profondeur, c'est ce qu'on appelle la microangiopathie d'origine hypertensive, lorsque c'est plutôt superficiel ici, proche du cortex, pathie amyloïde, et ces deux étiologies, on va dire, ça résume 75-80% des étiologies des hématomes intracérébraux, et les anticoagulants antiagrégants font saigner généralement ce genre de maladie en intracérébrale. Est-ce que les anticoagulants et les antiagrégants donnent des hémorragies, des hématomes intracérébraux de façon excessive? Oui, même en l'absence d'une lésion. Mais c'est surtout, c'est ce genre de patient où le risque devient très important. On va essayer de le voir à travers des situations cliniques. Alors, bien sûr, il y en a d'autres étiologies. Si on veut, c'est un très grand chapitre, les hématomes intracérébraux, avec parfois des saignements de cavernome, de malformations artério-veineuses. On a parfois des vascularites, on a les endocardites infectées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent saigner en intracérébral. Mais je vais me focaliser surtout sur ces deux étiologies dans une logique de temps et pour être pragmatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu sur l'épidémiologie des AVC hémorragiques? La première des choses, ça représente à peu près 15 à 20% des AVC ischémiques et des AVC en général. 80%, on va dire, c'est les AVC ischémiques. Les AVC hémorragiques, c'est 15 à 20%. C'est beaucoup moindre, mais c'est quand même un fardeau important. Deuxième notion, sur le plan épidémiologique, c'est à partir de 65 ans, il y a une augmentation très importante des hémorragies intracérébrales, des hématomes intracérébraux, alors que l'hémorragie sous-arachnoïdienne n'augmente pas, parce que l'hémorragie sous-arachnoïdienne est généralement liée à un anévrisme, qui est une pathologie du sujet jeune. Donc il n'y a pas d'augmentation avec l'âge. Alors que les hématomes intracérébraux, c'est une pathologie typiquement du sujet âgé, que ce soit pour l'angiopathie amyloïde, que ce soit pour la maladie des petits vaisseaux d'origine hypertensive, d'autant plus que dans cette population, qu'il y a des pathologies cardiaques et des personnes sont sous antithrombotiques. Donc ça explique pourquoi c'est un fardeau chez cette population. Troisième notion qui est intéressante, c'est que le taux de la mortalité des AVC ou des hémorragies intracérébrales, il avoisine les 34% à J7. Par rapport à l'ischémie, qui généralement tue moins, l'hémorragie tue beaucoup plus la première semaine. Par la suite, il semble que les patients survivants ont un pronostic mieux par rapport aux AVC ischémiques survivants. Donc c'est une question de décès durant la première semaine. Donc, il ne faut pas considérer aussi les hémorragies comme étant quelque chose on va attendre. Reste d'urgence, je vais vous les montrer de l'heure qui suit l'AVC hémorragique. Ce qu'on a comme état d'esprit pour la thrombolyse dans l'AVC ischémique, on l'a pour arrêter le saignement et éventuellement réverser des traitements dans l'heure qui suit l'hématome pour éviter l'expansion et le décès. Alors, le diagnostic, est-ce qu'on peut cliniquement faire la part entre ischémie et hémorragie? Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a un déficit brutal, c'est-à-dire d'origine vasculaire qui est persistant en général, cliniquement, on ne peut pas faire la part. Bien sûr, il y a des signes un peu associés plus à l'hémorragie, mais ce n'est pas suffisamment pertinent pour construire un diagnostic étiologique sur la simple clinique. Et il faut éviter de mettre de traitement antithrombotique, anticoagulant, sans avoir de l'imagerie. On ne peut pas faire, ce n'est pas sur des arguments de fréquence qu'on va mettre de l'aspirine ou d'un anticoagulant parce que ça pourrait saigner, certes de façon moins fréquente dans l'absolu, mais c'est tout à fait possible. Le début est brutal, mais il y a une aggravation parce que, généralement dans un tiers des cas, l'hématome augmente de volume les premières heures. Donc, ce n'est pas surprenant d'avoir un patient qui est à la première heure, il a un score clinique, et après 4 heures, on le retrouve dans le coma, parce qu'on n'a rien fait entre-temps. Généralement, pour l'ischémie, le déficit est majeur d'emblée. En général, sauf quelques exceptions, le thrombe basilaire, etc. Mais lorsqu'on a un AVC ischémique, on a généralement une clinique correspondante. L'hémorragie, il y a une clinique qui change parce que le patient s'aggrave. Par exemple, ce patient, voilà, 1h30, son hématome, il est comme ça,
déjà à 5, il est comme ça. C'est que pas mal de situations où l'hématome, on a des signes radiologiques pour, on va dire, chercher ou essayer de prédire l'aggravation. Je vous montre un seul qu'on appelle le spot sign. C'est généralement lorsqu'on fait un scanner, il y a un hématome. Lorsqu'on injecte le produit de contraste, si vous avez remarqué ici, il y a un petit point qui est à l'intérieur de l'hématome qui témoigne d'une extravasation du produit de contraste. Ça veut dire que c'est un vaisseau qui saigne. Ça veut dire que le saignement est toujours actif. Et là, l'imagerie faite après montre l'aggravation très nette. Il y a d'autres signes radiologiques qui permettent de prédire l'aggravation de l'hématome. Et on ne va pas bien sûr tous les dérouler. Je vous ai montré le signe, on va dire, le plus caractéristique, c'est un saignement qui est, on va dire, qu'on va conclure un saignement actif à travers une extravasation du produit de contraste au niveau d'un petit vaisseau qui est au niveau de l'hématome. Alors, bien sûr, on ne va pas montrer l'IRM parce que la sémiologie des hématomes en IRM est assez compliquée, ça dépend du stade. Une fois, il y a la sortie du sang, il y a l'oxyhémoglobine, et puis la désoxyhémoglobine, et puis la méthémoglobine qui changent la sémiologie. Mais ce qu'il faut retenir de façon basique, c'est ces séquences qu'on appelle les séquences de susceptibilité magnétique, qui sont, on va dire, les plus intéressantes pour le diagnostic. Et c'est parce qu'on va voir sur des bancs, faites des séquences T2 étoiles. C'est ce qu'on appelle les séquences écho de gradient de susceptibilité magnétique. Il y a d'autres séquences, les SWI, les SWAN, selon les appareils. En général, c'est pour détecter la présence d'hémosidérine qui témoigne qu'il y a eu passage du sang en dehors du vaisseau en général, pour dire qu'il y a eu hémorragie intracérébrale. Bien sûr, la même chose, comme l'ischémie, il faut explorer le vaisseau. Là, dans certaines situations, il y a encore plus. Lorsque, devant une situation clinique en imagerie, on suspecte un anévrisme, l'exploration des vaisseaux est encore plus importante. On ne va pas rentrer dans ces détails, on va aller seulement dans les deux étiologies les plus fréquentes. Là, c'est juste les étiologies, globalement, hein. On va parler seulement des vasculopathies, des perforantes profondes, c'est l'HTA. On va parler de la l'angiopathie amyloïde, qui est l'étiologie la plus fréquente des hémorragies intracérébrales après un certain âge, mais vous allez remarquer qu'on peut avoir des MAV, qu'on peut avoir des anévrismes, qu'on peut avoir des cavernements, qu'on peut avoir la thrombose veineuse cérébrale, il saigne souvent. Ce n'est pas une contre-indication aux anticoagulants, c'est des situations particulières. Il y a bien sûr l'infarctus qui va se transformer en hémorragie. Là, c'est un chapitre, on ne va pas aussi le discuter. Et puis, tout ce qui est vascularite, il y a des tumeurs qui peuvent saigner, notamment les métastases de mélanome. Et puis, d'autres étiologies, l'endocardite infectieuse, que souvent, il y a des petits micro-anévrismes distaux qui peuvent saigner, et c'est une contre-indication aux anticoagulants. Le traitement antithrombotique, que ce soit antiagrégant ou anticoagulant, ça augmente le risque de saignement, particulièrement en présence de ces étiologies. C'est très difficile de voir quel est exactement ce qui est attribué aux anticoagulants et ce qui est attribué à l'étiologie sous-jacente, mais on estime que 35% des hémorragies intracérébrales surviennent sous antithrombotiques. Là, je vais vous expliquer un petit peu ces deux étiologies. Voilà, la première étiologie que vous allez voir très fréquemment, c'est ce qu'on appelle la maladie des petites artères. C'est généralement les perforantes qui sont au niveau profond, c'est-à-dire au niveau de la profondeur du cerveau, au niveau des noyaux gris centraux. C'est un petit peu les premiers vaisseaux qui vont mal tolérer les à-coups hypertensifs chroniques parce que leur média n'est pas de bonne qualité, donc leur possibilité d'autorégulation est rapidement altérée. Et donc, du coup, on va avoir des anomalies qu'on appelle l'artériosclérose de ces vaisseaux au niveau de la profondeur du cerveau qui vont commencer à souffrir, donnant des petites anomalies qu'on appelle la leucoariose, et puis les extravasations de globules rouges en dehors de ces vaisseaux, donnant ces aspects en écho de gradient qu'on appelle les microblitz, c'est-à-dire des microsaignements. Donc, cet aspect est une atteinte microvasculaire liée à l'hypertension artérielle chronique. En matière d'ischémie, comme vous le connaissez, l'HTA, c'est un facteur de risque. En matière d'hémorragie, c'est un facteur causal. Directement. Il n'a pas besoin d'autres facteurs de risque pour entraîner de l'hémorragie, et généralement, ça se passe dans la profondeur. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'amyloïde cérébrale. C'est en fait des anomalies des perforantes, mais au niveau du cortex, parce qu'il y a un dépôt d'une substance qu'on appelle la substance bêta-amyloïde.
C'est la même substance qui se dépose au cours de la maladie d'Alzheimer, sauf que dans la maladie d'Alzheimer, il se dépose au niveau du cortex entorhinal et de la région hippocampique de la mémoire, alors que dans l'angiopathie amyloïde, il se dépose au niveau des vaisseaux. Il va les rendre fragiles, ils vont se rompre. Ils vont se rompre généralement au niveau de la corticalité du cerveau. Donc vous avez deux topographies qui permettent de vous orienter. On va essayer de voir les aspects radiologiques. Là, par exemple, les microsaignements, vous avez remarqué, ils sont où? Ils sont plutôt périphériques. Il y a même un hématome chez ce patient, alors que là, les microsaignements sont dans la profondeur. Bien sûr, le stade et le grade de sévérité est variable. Ici, par exemple, une angiopathie amyloïde avec peut-être une dizaine de microsaignements. Là, c'est plutôt une cinquantaine. Là, c'est une centaine. Donc, c'est pourquoi c'est très difficile de construire des recommandations. Est-ce qu'il faut commencer ou pas commencer l'antiagrégant? Parce que tout dépend de cette situation. Il faut mesurer ce risque selon les éléments en présence. Là, rappelez-vous, ce qu'on avait discuté dans l'accident ischémique transitoire, c'est ces amyloïdes spells, ça veut dire ces dysfonctionnements transitoires liés à l'hémorragie. C'est un signe aussi caractéristique qu'on appelle le dépôt d'hémosidérine au niveau du cortex, ce qu'on appelle on va dire, c'est un dépôt de fer au niveau du cortex, ce qu'on appelle la sidérose marginée. C'est un signe radiologique très intéressant de cette maladie. Et là, il y a trois signes radiologiques intéressants de cette maladie. Les microsaignements périphériques, la possibilité d'avoir des hématomes, et ce dépôt. Et là, ces différentes sémiologies entraînent des risques variables de saignement. Lorsqu'il y a par exemple des microblitz, le risque de saignement est modéré. Chez un patient qui a déjà fait une hémorragie, et lorsqu'il a ce genre de symptômes, le risque devient majeur. Et le fait par exemple d'avoir une hémorragie dans le contexte d'une angiopathie amyloïde, un hématome, c'est une contre-indication aux anticoagulants. Si on a un anticoagulant, il va saigner avec un risque de 7 à 10% par an. Ça veut dire au bout de 4 ans, il a quand même 50% de risque d'avoir un hématome qui va l'envoyer vers le coma. Donc, il y a certaines situations, il faut savoir dire qu'on contre-indique les anticoagulants et on va chercher des alternatives, voire ne rien donner. Bien sûr, évidemment, selon la cardiopathie en cause, je vous explique que c'est l'intérêt un petit peu toujours de la discussion cardiologue-neurologue par rapport à la contre-indication. Alors, là, par exemple, quelques chiffres. Lorsqu'il y a une angiopathie amyloïde avec un hématome intracérébral, le risque spontané de saignement est de 7,4 par an. Imaginons lorsqu'on rajoute des anticoagulants. Lorsqu'il y a cette hémosidérose corticale, lorsque ça intéresse plus de 4 sillons, 74% de personnes font des hématomes. Donc, juste pour vous dire l'importance d'une telle situation. Lorsqu'il y a des microsaignements, c'est très variable, c'est des attitudes au cas par cas. J'ai mis ici, penser bien sûr dans ce genre de situation à des alternatives au traitement pharmacologique, telles que dans la situation la plus fréquente, la fibrillation auriculaire, faire d'autres gestes que vous connaissez mieux que moi, qui permettent un petit peu d'éviter à ce que les patients prennent des anticoagulants au long cours. Alors, j'ai essayé de vous expliquer globalement les deux grands types des AVC hémorragiques, ça veut dire angiopathie amyloïde, ça se passe au niveau périphérique, microsaignement, au niveau du cortex, hématome lobaire. L'autre étiologie qui est l'angiopathie hypertensive, ça se passe dans la profondeur du cerveau, généralement des hématomes profonds. Le risque de ressaignement est très différent. Le risque d'angiopathie amyloïde de ce ressaignement est très important. Lorsqu'il s'agit d'une angiopathie hypertensive, à condition d'équilibrer la tension artérielle, le risque n'est pas vraiment très important, ce n'est pas une contre-indication à reprendre des antiagrégants, des anticoagulants. On va essayer de le voir à travers quelques situations. Alors, comment traiter un hématome intracérébral? La première des choses, c'est qu'il faut éviter que cet hématome augmente. On va voir quelles sont les différentes thérapeutiques proposées. Bien sûr, une question immédiatement à poser, est-ce que ce patient est sous antithrombotique? Est-ce qu'il est sous antiagrégant? Est-ce qu'il est sous anticoagulant? Pour essayer d'activer le processus de réversion. Parce que si on ne fait rien, le pronostic des hématomes sous anticoagulants est effroyable. Et l'intérêt d'une réversion
il est obligatoire, il est recommandé, on va voir quelles sont les modalités. Comment on réduit l'expansion? On arrête bien sûr les antithrombotiques, il faut gérer la tension artérielle, on va voir quelles sont les recommandations. Et puis, est-ce qu'on peut injecter des choses qui vont faire de l'hémostase? On va voir ce qu'a montré les essais cliniques. Deuxième chose, est-ce que cet hématome n'est pas suffisamment grand au point d'entraîner un problème d'hypertension intracrânienne? Il faut aller réduire cet hématome. Et on va voir quelle est l'indication de la chirurgie. Et je vous annonce d'emblée que l'indication de la neurochirurgie en matière des hématomes est très mineure. La plupart des essais cliniques n'ont pas montré que la chirurgie pourrait apporter quelque chose à quelques conditions près. D'accord? Qu'on va essayer de les discuter juste pour avoir une idée quand ce genre de patient devrait bénéficier d'une thérapeutique chirurgicale. Et puis la problématique de la reprise des antithrombotiques, parce que souvent c'est des patients traités quand il faut reprendre l'antithrombotique. La gestion de l'hypertension artérielle à la phase aiguë, je pense qu'il y a eu des études qui ont essayé de démontrer que le fait de baisser la tension artérielle généralement entre 13 et 14 dans l'heure qui suit, c'est la meilleure façon pour réduire l'expansion de l'hématome. Et c'est la recommandation actuelle. Devant un hématome, il faut mettre tout ce que vous connaissez mieux que nous pour réduire de façon très nette et drastique la tension artérielle moins de 14. Parce que le fait d'avoir plus est directement corrélé à l'expansion de l'hématome. C'est totalement différent pour l'AVC ischémique. Je vous rappelle que pour les AVC ischémiques, on tolère des chiffres beaucoup plus élevés. Et c'est bien sûr les recommandations, que ce soit des recommandations européennes ou américaines, c'est à peu près la même chose. Qu'en est-il de la gestion des antithrombotiques? 30% des hématomes, c'est généralement sous antiagrégants et 10 à 15% généralement survient sous anticoagulants. Bien sûr, il faut arrêter, ça va de soi, il faut arrêter bien sûr les médicaments. Et puis, la première question, il y avait une étude qui avait répondu, est-ce que les patients sous antiagrégants plaquettaires, est-ce qu'on peut transfuser les plaquettes? C'est l'étude de Patre qui avait démontré que le fait de perfuser les plaquettes en dehors d'une thrombopénie est néfaste. Ça augmente la thrombose, donc il n'y a aucune indication à transfuser les plaquettes chez un patient qui saigne en intracérébral, même s'il est sous antiagrégant plaquettaire. Il y a des indications autres, mais en dehors d'une thrombopénie, ce n'est pas une indication. Qu'en est-il des autres thérapeutiques? Bien sûr, si un patient sous HNF, sulfate de protamine, qui sont indiqués aussi, mais on sait à moindre efficacité, un patient qui vient de prendre son HBPN, par exemple, et puis un patient qui est sous antivitamine K, on administre la vitamine K en plus du concentré de prothrombine, c'est-à-dire le complexe PPSB, avec une dose selon l'INR. Donc, un patient sous antivitamine K qui saigne intracérébral, vitamine K, complexe PPSB. À défaut, plasma frais congelé, mais ce n'est pas une attitude qui est c'est plutôt le complexe, chose qu'on oublie fréquemment. Il n'attend que l'expansion de l'hématome, alors que c'est des choses qui sont urgentes, qui sont validées, et c'est des recommandations, bien sûr, qu'il faut absolument mettre chez ces patients. Les patients sous AOT, bien sûr, l'andexanate alpha, c'est récent pour tout ce qui est anti-10 activé, mais à défaut, on peut administrer du complexe prothrombinique chez des patients qui sont sous rivaroxaban ou sous apixaban. Sous dabigatran, on a un antidote depuis quelques années qui est le Praxbind, qui peut antidoter, c'est commercialisé au Maroc. Normalement, un service d'urgence devrait avoir ce genre de choses pour essayer de réverser ce genre de situation. Et c'est des choses validées à travers des revues et à travers des recommandations actuelles. Là, par exemple, ça, vous pouvez le lire, bien sûr, sur les dernières recommandations de la réversion, des recommandations américaines, sur, selon chaque molécule, comment la réverser et quelle est la dose à mettre en place. Alors, l'hémostase médicamenteuse, est-ce qu'on peut injecter un produit pour arrêter le saignement intracérébral? La molécule qui a été souvent testée, c'est le facteur 7. Toutes les études qui ont étudié le fait d'injecter le facteur 7 pour arrêter le processus étaient négatives, voire même, ils ont augmenté le risque ischémique. Et donc, généralement, ce n'est pas une attitude qui est promue de pouvoir donner le facteur 7 pour arrêter l'hémorragie. La prise en charge chirurgicale,
pour faire simple, quels sont les patients qui doivent être opérés? C'est les patients qui ont un hématome généralement proche de la paroi, ça veut dire généralement lobaire, c'est-à-dire accessible. Chez un patient qui était bien, il commence à se dégrader sur le plan conscience. On fait un scanner de contrôle, on voit que ça augmente. On peut faire une évacuation, mais l'évacuation va réduire plutôt la mortalité et non pas l'handicap à long terme. C'est plutôt un geste salvateur de mortalité. Parce que toutes les études qui ont été faites avec plusieurs procédés, endoscopie, mini-chirurgie, étaient jusque-là négatives dans les hématomes cérébraux. Une question souvent posée, est-ce que devant une hémorragie, un hématome intracérébral, on peut mettre de l'héparine isocoagulation, pour prévenir la thrombose veineuse? Oui, à partir de, au-delà de 24 heures, 48 heures, on peut mettre un HVPM, même chez quelqu'un qui a un gros hématome intracérébral. Il n'y a aucun risque. Les études, ils ont démontré que ça réduit l'HVPM ISO, réduit de façon très nette l'embolie pulmonaire, c'est un peu logique, mais ça n'aggrave pas la taille de l'hématome. Je vais vous montrer un cas qu'on n'avait pas mis l'HVPM et qui a fait une thrombose veineuse. C'était très compliqué à la prendre en charge. Donc, il ne faut pas avoir peur. À partir de 48 heures, on peut mettre de l'HVPM. Est-ce que les bas de contention sont efficaces? Les bas de contention seuls sont même un peu nuisibles. Il ne faut pas les mettre. La meilleure façon, c'est quand même ce qu'on appelle la compression veineuse intermittente. Mais les bas de contention sont tolérés, mais en présence d'un HVPM à dose ISO. La meilleure façon qui est faite ailleurs, c'est une compression veineuse intermittente qui permet de réduire de façon nette le risque de thrombose veineuse et, de facto, bien sûr, l'embolie pulmonaire. Alors, que disent généralement les guidelines? On va essayer de les lire rapidement parce que ça permet un petit peu de donner une idée sur la gestion, surtout des antithrombotiques. Alors, une fois, on a bien sûr, ça c'est quand même une recommandation un peu ancienne, on sait que les antivitamines K, une fois on a une hémorragie lobaire, c'est une contre-indication absolue. Les antivitamines K, il faut voir des côtés des AOD, on va voir quelles sont les restrictions. Devant une hémorragie qui n'est pas lobaire, ça veut dire profonde, d'origine hypertensive, on peut reprendre les antiagrégants plaquettaires, il n'y a aucun problème. Souvent les cardiologues, entre guillemets, peut-être un peu aussi les réanimateurs, ils ont peur de l'hémorragie. Nous, beaucoup moins, les neurologues, parce qu'on sait que le risque de saignement, il a été culturellement majoré. On avait l'impression que ça va saigner à tous les coups, alors que non, le risque quand même de saignement n'est pas très important. Et on peut tolérer de reprendre des antiagrégants plaquettaires dans une hémorragie profonde à partir du 15e jour, sans sur-risque d'avoir une hémorragie. Par contre, pour les anticoagulants, généralement, il faut attendre un mois avant de reprendre lorsqu'il s'agit d'un hématome profond, sauf lorsqu'il y avait sur une valve mécanique, où l'urgence est à la valve mécanique, et on peut commencer l'anticoagulant le plus tôt possible avec une surveillance scanographique. Moi, je parle en général dans la situation où il n'y a pas de valve mécanique, dans la situation, par exemple, de fibrillation auriculaire non valvulaire, on peut redémarrer l'anticoagulant, même chez un patient qui a eu une hémorragie, un hématome intracérébral profond, généralement en attendant 4 semaines en général. Est-ce que l'aspirine, ça ne pose pas de problème? Et puis, les AOD, est-ce qu'il y a une préférence? Comme vous le savez, la Pixaban semble être quelque chose de plus pertinent par rapport au risque intracérébral d'hémorragie, mais ça a été étudié plus dans les études qui n'avaient pas inclus les patients qui avaient une hémorragie intracérébrale. Donc, c'est des choses qui doivent être prises avec pincette, mais il y a une tendance peut-être à mettre la Pixaban plus que les autres AOD parce qu'on peut l'adapter selon la fonction rénale. Il semble que le risque hémorragique intracérébral est moindre. Donc, finalement, reprendre ou pas reprendre, ben, ça dépend bien sûr de cette étude, de la balance. Et en neurologie, on a beaucoup de discussions à cette balance. Bien sûr, le fait de peser le pour et le contre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs toujours dans notre vie. Avant d'avoir une décision éclairée, ben, on voit le pour et le contre. Et dans ce domaine, c'est encore plus, ben, il y a des éléments qui peuvent un petit peu orienter. Par exemple, lorsque l'hémorragie cérébrale était profonde, on peut, pas de problème, on peut démarrer une antiagrégation, anticoagulation, à condition de respecter le délai. Le risque de récidive est rare par rapport au risque de
récidive ischémique qu'on souhaite traiter. Donc la balance est favorable, en faveur de l'ischémie, on peut reprendre. Par contre, si c'est l'obère, une hémorragie d'une angiopathie amyloïde, la plupart des équipes contre-indiquent les anticoagulants. Il faut aller chercher une autre façon de traiter le patient, tout en sachant qu'il y a des situations en médecine où on ne peut rien faire. On n'a pas toujours des solutions à toutes les situations possibles et imaginables. Il ne faut pas, bien sûr, il faut discuter avec le patient et sa famille, comme quoi, voilà, votre traitement c'est ça, sauf qu'il est contre-indiqué. Et donc, on ne va rien faire, on va surveiller et on croise les doigts, et parfois ça passe bien, parfois les patients peuvent rechuter sur un mode ischémique et sont mis l'anticoagulant sur un mode hémorragique. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de solution à toutes les situations. Lorsqu'il y a des micro-saignements, l'obère, le risque hémorragique augmente. Lorsque c'est profond, pas de problème, on peut reprendre les anticoagulants. Bien sûr, devant une fibrillation auriculaire, lorsqu'il y a un score Schatz-Vask qui est élevé, ça va nous pousser à mettre bien sûr le traitement, ça part dans le balance pour démarrer les anticoagulants. Alors autre chose, bien sûr, un patient chez qui l'antiagrégant plaquettaire a été mis en prévention primaire, c'est facile de l'arrêter, parce que déjà il n'y avait pas d'indication en prévention primaire. C'est différent en prévention secondaire. Je parle du côté cérébral. Ce n'est pas ce qui se passe au niveau cardiaque en prévention primaire. Mais un patient chez qui ça a été donné en prévention primaire, il a saigné en intracérébral, ben, l'attitude la plus logique, c'est de l'arrêter. Parce qu'il n'y avait pas d'indication en intracérébral. Valve cardiaque mécanique, on est d'accord, c'est une cardiopathie à très haut risque. Hein. Désolé, hein, une erreur grave. Ah. Ça doit être là, hein. Une valve mécanique. Pour une valve mécanique pour mettre une anticoagulation, même précocement. Et puis, d'autres situations, un risque de chute. Un patient âgé qui a des problèmes d'équilibre, il est quand même tout à fait logique de ne pas mettre un anticoagulant parce que s'il chute, il aura un traumatisme crânien avec des risques de... Donc, je finis par deux cas cliniques, juste qui illustrent bien sûr la possibilité de voir autre chose que de mettre l'anticoagulation. C'est des situations bien sûr bien réel qu'on a eu à voir. Pour la deuxième situation, on a eu des cas comme ça qu'on n'a pas pu les traiter parce qu'on n'avait pas cette possibilité. Donc, j'ai dû emprunter une observation chez mon ami Fawzi Belhassan de Fès. Alors, là, par exemple, c'est une patiente que j'ai à voir. Il a 74 ans, dyslipidémie, avait des troubles de mémoire depuis 2 ans. Donc, une maladie d'Alzheimer a été évoquée. Alors, maladie d'Alzheimer, angiopathie amyloïde, ça rime bien. C'est le même dépôt. Ça dépose au niveau des vaisseaux, c'est l'angiopathie amyloïde. Lorsque ça dépose au niveau de la région de la mémoire, c'est la maladie d'Alzheimer. Souvent, ils sont associés, c'est ce genre de pathologie. Elle a fait 2 épisodes de déficit moteur de l'hémicorps gauche régressif. Donc, ça vous rappelle ces fameux pseudo-AIT. Et puis, il fait brutalement céphalée, déficit de l'hémicorps gauche. Voici son imagerie. Donc, vous avez un diagnostic. Angiopathie amyloïde. Pourquoi? Parce qu'il a il a un hématome gros, hématome lobaire, un deuxième qui est là, quelques micro-saignements ici qui sont périphériques. D'accord? Est-ce qu'il a une sidérose? C'est difficile parce que là, il a saigné. Donc, on est devant une angiopathie amyloïde qui a saigné et qui a entraîné un hématome cérébral. Donc, cette patiente donc, réunit les critères. Il s'est amélioré sur les scanners de contrôle, sauf qu'il a fait une thrombose veineuse surale et sur l'angioscanner, il a fait une embolie pulmonaire sous-segmentaire basale droite. Donc, vous allez comprendre la complexité de mettre un traitement. C'est une patiente qui n'a pas été mise sous anticoagulant à dose préventive. Je ne dis pas qu'on va prévenir à tous les coups, mais il fallait le mettre, bien sûr. Là, ça n'a pas été mis. Donc, il a fini par avoir ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme traitement? C'est des situations difficiles. Donc, ce qui nous a un petit peu sauvé, c'est qu'on a pu mettre quand même un filtre cave chez cette patiente. On avait mis une coagulation pour éviter que ça s'étende. Et puis, on avait switché par la suite vers de l'apixaban à dose modérée, avec une reperméation au niveau des veines. Et c'est une patiente que je vois toujours. Il n'a pas ressaigné, il est très bien. Après 2 ans, je pense une observation qui date de 2022. Voilà. Donc, pensez aux autres thérapeutiques pour éviter de reprendre les anticoagulants dans des situations aussi catastrophiques qu'un hématome lobaire d'une angiopathie amyloïde. D'accord? Alors, parce qu'on ne peut pas donner... Non, c'était pour un traitement d'entretien jusqu'à 4 mois. On a mis des préventifs. Non, ça se discute, on n'avait pas... C'est le genre de situation où on ne pouvait pas donner de l'apixaban à dose curative, il va saigner.
Donc, l'idée de mettre du préventif, ça m'a paru un peu logique, et c'était la dose qu'on avait mis, avec des contrôles, et la reperméabiliser, on l'a arrêté au bout de 4 mois. Mais c'était une situation, bien sûr, de réflexion, c'est une situation spécifique. Hein. Oui, oui, exactement. Non, non, mais je comprends. Et ça existe en pratique. Ça existe. S'il avait fait une embolie pulmonaire massive, alors qu'est-ce que j'allais mettre? Oui, j'allais discuter avec la famille, qu'il y a une problématique pulmonaire, il risque de décéder, on va anticoaguler, on va croiser les doigts. Et s'il saigne intracérébral, au moins, j'aurais discuté avec la famille que, comme quoi, c'est des situations exceptionnelles et ça existe. En tout cas, dans notre pratique de tous les jours, ce genre de situation, et on les discute régulièrement. Il y a des situations en médecine, il faut faire un choix, mais ça ne doit pas être un choix individuel. Donc, que ce soit des choses en RCP, en concertation pluridisciplinaire, pour vraiment choisir quelle est la meilleure façon que tout le monde pense être. La situation la plus fréquente dans notre contexte, c'est les valves mécaniques oui. et un hématome lobaire. Oui. Voilà, parce que là, c'est... Je comprends. Et lorsqu'on cherche au niveau de la littérature, on ne trouve pas de consensus. Non, parce que pour nous, au niveau de la valve mécanique, ça peut différer de 3 jours. Non, je ne pense pas qu'il y aura un consensus. Il n'y a pas de... Non, il n'y aura pas dans la mesure où des situations qui sont claires. On est devant une valve mécanique, donc un haut potentiel thrombogène, et on est devant un hématome qui va saigner. Donc, c'est toujours au cas par cas, et parfois, il faut savoir prendre le risque et expliquer à la famille. D'accord? Mais est-ce qu'on va attendre une recommandation qui va vous dire, voici la solution, comme ça, intuitivement, non. Je vais vous montrer une autre situation, par exemple, de ce cas. C'est un homme de 71 ans, stent coronaire, depuis, je pense, 4 ou 5 mois, était sous aspirine. Il a fait une céphalée récente, inhabituelle, et on trouve un hématome sous-dural gauche, qui est vraiment un peu compressif, qui est responsable des céphalées. Bien sûr, ça, c'est le genre de situation qu'on voit régulièrement. Là, on ne peut pas arrêter l'aspirine, on est d'accord, il a un stent qui est récent, il risque bien sûr de se thromboser. Est-ce qu'il y a une façon originale de traiter ce patient? Nous, on voit ce genre de choses, mais on n'arrive pas à mettre en place une technique qu'on appelle l'embolisation de l'artère méningée, qui est une technique facile faite par le neuroradiologue, qui va obstruer l'artère méningée, qui ne va plus saigner, et on pourra continuer l'antiagrégant sans aucun problème. Ce patient, il avait bénéficié de cette technique. C'est après un cathétérisme de l'artère carotide externe qui porte l'artère méningée, donc la mise en place d'un coil au niveau de l'artère méningée moyenne pour éviter que l'artère méningée moyenne va nourrir un petit peu les veines au niveau de l'espace sous-dural. Et puis le résultat, sans chirurgie, sans rien, après 3 mois, reprise du cerveau sans arrêter les antiagrégants. Là, vous remarquez un petit peu le coil un petit peu qui donne cet artefact typique parce qu'il obstrue l'artère méningée moyenne. Voilà. Il y a parfois des situations qu'il faut discuter. On peut mettre des thérapeutiques non pharmacologiques pour sauver des situations inédites, mais il faut avoir bien sûr l'expertise de ce genre de situation. Mais toujours, il y a des situations où on n'arrive pas à régler toujours cette balance bénéfice-risque, qu'on n'a pas toujours une réponse à toutes les situations. Voilà, je vous remercie.